Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, vous le devinez, chers amis, c'est une journée où nous allons chercher à décrypter, analyser, comprendre le sondage du Journal de Montréal et de Léger, parce que ce sondage est une espèce de rapport d'étape pour comprendre où en sont les Québécois, alors qu'on assiste en fait aujourd'hui soit un réalignement politique, soit un retour à un clivage ancien qu'on avait congédié un peu trop rapidement, celui entre les souverainistes et les fédéralistes, dans un contexte où il y a par ailleurs plusieurs partis et plus seulement 2 ou 3. Et pour parler de ça, je reçois d'abord, en fin d'analyse, en fin d'émission, j'en parlerai évidemment avec Emmanuel Latraverse, mais je reçois, à mon avis, un des meilleurs observateurs de la vie politique québécoise, un des meilleurs analystes, en bonne partie parce qu'il a touché à la politique directement pendant longtemps à Montréal et à Québec, et qui poursuit aujourd'hui son travail d'analyste et d'intellectuel, notamment avec la revue L'Action nationale. Nous recevons Martin Lemay, ancien député du Parti québécois de Sainte-Marie-Saint-Jacques et collaborateur à l'Action nationale. Martin Lemay, bonjour. Bonjour, Mathieu Bock-Côté. Alors, vous avez vu les résultats du sondage ce matin. Une formule revient désormais en boucle. Le Parti québécois serait en zone majoritaire. Est-ce que c'était prévisible selon vous? En tout cas, si c'était prévisible, personne ne le prédit parce que j'ai pas lu ça nulle part et j'étais moi-même personnellement loin de penser que cette situation... Écoutez, prenons l'année 2022 pour unité de mesure. C'est la dernière élection générale. La CAQ a chuté de 19%. Le Parti québécois a augmenté, lui, de 19%. Donc, je ne sais pas si on pourrait vérifier si un dépend de l'autre. Le PQ, vous l'avez dit, pourrait être majoritaire parce qu'il aurait, dans le sondage présenté ce matin, 42% des voix chez les francophones. Et M. Plamondon serait de loin le chef le plus apprécié. Non, vraiment, les sondages depuis quelques mois m'interpellent énormément parce que, écoutez, de mémoire d'homme, je ne me souviens pas d'avoir vu une descente si rapide d'un parti politique qui a littéralement balayé le Québec avec combien, là, 90 députés, quelque chose comme ça, et qui, 2 ans là, plus tard, vit une descente aux enfers qui, selon les sondeurs, ne semble pas vouloir s'arrêter. Écoutez, la chute est tellement brutale et parallèlement à ça, la montée du PQ est tellement spectaculaire qu'à un moment donné, les mots manquent un peu pour décrire ce qui se passe. Alors, il y a deux éléments qui me semblent ressortir, puis ensuite on verra pour chaque parti. Il y a un élément structurel, c'est-à-dire le fait que manifestement la CAQ, son projet politique, elle n'a pas été capable de le porter. Il y avait au cœur du caquisme un nationalisme autonomiste qui se décompose aujourd'hui. Je pense que c'est un élément. Donc c'est l'élément structurel, mais il y a aussi la figure de PSPP. De Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne cadre pas avec celle de ce qu'on a connu comme grand leader nationaliste au Québec. On a connu René Lévesque, qui connectait vraiment avec les Québécois, un charisme d'exception. On a connu Lucien Bouchard, figure presque patriarcale. On a connu Jacques Parizeau, le bourgeois au service du nationalisme. Et là, on a PSPP, dont on s'est d'abord moqué. Et aujourd'hui, on se demande comment il a pu avoir une telle poussée fulgurante. Comment vous expliquez cette percée, ce charisme qui lui est singulier? Ben, c'est d'abord son calme, mais c'est cette posture de dire que l'avancement du Québec, l'indépendance du Québec est une chose tout à fait normale. Donc, si à une certaine époque, il fallait bien sûr avoir quelques envolées patriotiques bien senties pour attirer l'attention des gens, aujourd'hui, PSPP se donne une posture de dire, écoutez, c'est l'indépendance du Québec, l'avancement du Québec, c'est quelque chose qui, pour moi et pour nous, devrait être normal. Et on dirait que cette posture-là donne confiance aux gens. Moi, c'est un peu ce que je retiens là, de sa performance des 2 dernières années. Pour revenir à la CAQ, pour moi, il y a un passage fondamental qui explique à tout le moins en partie ce qui se passe. C'est son passage d'un gouvernement sensible aux réalités nationales du Québec et qui travaille qui propose des politiques d'identité, de gestion de vivre ensemble, à un gouvernement qui est passé aux affaires. Alors, il y a eu un passage, et ce passage-là s'incarne avec la nomination du super ministre, M. Fitzgibbon. Ouais.
euh, je ne veux pas m'acharner sur lui, mais il reste qu'il incarne ce. Donc, la CAQ est passée d'un gouvernement, disons, national à un gouvernement provincial affairiste. Je crois que ça explique à tout le moins en partie cette descente aux enfers que la CAQ vit actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que la CAQ a mal compris la nature de l'appui qu'elle avait récolté, qu'elle suscitait? J'ai l'impression que la CAQ s'est dit les électeurs nous soutiennent parce qu'on a un gouvernement de bons comptables provinciaux qui font des affaires, et ils ont oublié le fait que les électeurs avaient aussi des attentes nationalistes à son endroit. J'ai l'impression que la CAQ, finalement, ne comprenait pas pourquoi elle avait suscité un tel appui chez les électeurs pendant une période significative. Ben, c'est exactement. Ils ont adopté le projet de loi 22, le projet de loi 96. C'est comme s'ils s'étaient dit, ces questions-là sont réglées. Maintenant, on va gérer la province de Québec. Ils sont, ma foi, insensibles au refus réitéré du gouvernement fédéral, non seulement de prendre leurs propositions en considération, mais le refus même de les écouter. Et ça, je crois que ça joue également. Et c'était, pour moi, la semaine dernière, c'était, comme Québécois, j'ai trouvé la situation triste que M. Legault dépose un budget avec un déficit de 11 milliards. Le lendemain, il rencontre le gouvernement fédéral. Écoutez, il est presque à genoux devant pour venir sauver sa situation financière. Et je crois que vous avez raison, c'est effectivement un mauvais calcul de sa part. Le fédéral fait partie du problème. Il ne fait pas partie des solutions, il fait partie du problème. Il y a on le dit souvent, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, il y a quelques années, le fédéral payait 50% des soins de santé au Canada et aujourd'hui, c'est autour de 25. Alors, évidemment, les provinces étouffent car les soins de santé augmentent. On pourrait parler d'immigration également. Donc, les refus répétés du gouvernement fédéral des demandes québécoises ont eu aussi un effet. Et c'est comme si M. Legault a dit, je vais à ce moment-là, comment dire, passer mon temps à faire des affaires. Comme ça va faire oublier un petit peu l'autre volet de nos interventions. Alors, moi, il y a une dimension qui me frappe dans ce sondage, c'est que 28% des électeurs se décident, j'expliquerai le chiffre, se mettent à l'abri des partis de gouvernement. 18% chez Québec solidaire et 10% au Parti conservateur. Le Parti libéral n'est plus pratiquement un parti de gouvernement, mais il y en a la culture néanmoins, donc c'est pour ça que je le laisse dans une autre catégorie. Donc il y a 28% des électeurs qui, aujourd'hui, se réfugient dans une forme de populisme de gauche ou populisme de droite. C'est quand même étonnant dans l'histoire du Québec où la culture était celle des partis de gouvernement. Tout à fait. Ben, c'est un peu, on le voit depuis quelques années, mais on dirait que ce phénomène-là, en tout cas, stagne depuis quelques années. On pouvait penser, il y a peut-être 10 ans, qu'il allait peut-être en augmentant, mais on l'a démontré maintenant, Québec solidaire stagne. Là, 18%, c'est un de ses meilleurs résultats des dernières années. Aux élections, il y a eu de mémoire à peu près 15%. Alors 15%, pour lui, c'était même une perte par rapport à l'élection précédente. Donc, j'ai l'impression que effectivement, cette espèce de volet-là, plus populiste de gauche ou de droite, tendance à se fatiguer parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas accuser M. Saint-Pierre Plamondon, c'est d'être populiste. En tout cas, il n'en a pas la posture, il n'en a pas le discours, même si quelquefois il brasse la cage un petit peu, mais on ne pourrait pas le placer dans la catégorie des populismes. Donc, est-ce que ce mouvement-là s'essouffle? En tout cas, ce mouvement-là, à mon sens, stagne, même si 28%, vous avez raison de le souligner, c'est important, mais le mouvement, à mon sens, stagne de sondage à sondage, d'élection en élection. Alors, il nous faut parler évidemment du Parti libéral, qui est historiquement un des grands partis de gouvernement au Québec. Certains diraient que c'est le grand parti de gouvernement au Québec depuis longtemps. C'est le pôle rouge. Aujourd'hui, il est autour de 4 ou 5% chez les francophones. Est-ce qu'il y a un scénario, certains disent Denis Coderre, d'autres en voient d'autres, est-ce qu'il y a un scénario pour vous où à court terme le Parti libéral peut reconnecter avec les francophones? Est-ce que c'est une question de chef, de doctrine? Parce que là, c'est plus un effondrement, l'effondrement a eu lieu. Oui. Non, c'est une question de doctrine.
Ils sont revenus à ce que le Parti libéral était avant Jean Lesage, c'est-à-dire ils se sont rattachés, peut-être pas institutionnellement comme c'était le cas avant 1960, mais ils se sont en tout cas idéologiquement complètement rattachés au Parti libéral fédéral. Et ça, c'est, pour moi en tout cas, pour le Québec et pour le Parti libéral, je trouve que c'est un recul de se rattacher comme ça. Ils reviennent 50 ans en arrière, ils nous le ramènent dans les années 50, où là, le Parti libéral du Québec était attaché institutionnellement au Parti libéral d'Ottawa. Donc, pour moi, c'est une des raisons pour laquelle, comme vous le dites, ils stagnent et l'effondrement a déjà eu lieu, mais la stagnation continue quand même dans leur cas, là. Et je ne crois pas qu'un chef va réussir à changer cette situation-là, là. Alors, il nous reste 1 minute. Revenons à la CAQ. Est-ce que vous voyez un scénario où la CAQ peut renaître, c'est-à-dire peut reprendre de la vigueur et trouver le moyen de redevenir le parti nationaliste principal au Québec d'ici la prochaine élection? Sincèrement, je ne vois pas parce que je ne crois pas qu'ils vont gagner des batailles face au gouvernement fédéral. Je ne vois pas quel projet de loi ils pourraient adopter qui ramènerait chez eux, disons, appelons-le le vote nationaliste. Quand on voit la façon dont les ministres sont placés, les priorités du gouvernement sont faites, je le disais tout à l'heure, pour favoriser les gens d'affaires, de changer ça en quelques jours aussi rapidement. Je ne vois pas comment la CAQ pourrait... Et il y a un moment donné, Mathieu, un gouvernement, une administration, c'est comme si on atteint un plafond. Dès que même si vous avez des bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles tournent mal. On dirait que la CAQ est engagée dans ce processus-là, qui est un peu mystérieux, mais qui existe en politique, où tout ce que vous proposez, dans le fond, ne passe pas la rente. Je crois qu'ils sont rendus dans cette situation-là. Martin Lemay, nous vous remercions pour ce... Je vous remercie, je me suis pris pour Louis XIV. Pour cette observation, ces commentaires sur le sondage d'aujourd'hui. Cher Mathieu, l'émission, c'est vous. Bon, n'exagérons rien. Alors, cher ami, merci infiniment et nous aurons l'occasion de nous reparler pour continuer ce décryptage de la politique québécoise. Martin Lemay, merci. Merci, Mathieu.